Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Reda Charay, CRO et cofondateur de FinTecture. Nous allons parler de deux amis serial entrepreneurs qui sont devenus en quelques années les leaders du virement et du paiement instantané en Europe. Nous allons parler initiation de paiement, open banking, DSP2, levée de fonds et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Reda. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et moi, je suis content de revenir à Station F où toute l'histoire FinTecture a commencé. Donc, ça me rappelle de bons souvenirs. Exactement. Écoute, on va en reparler. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être là. Et surtout si ça rappelle des bons souvenirs. Donc, exactement. En tout cas, merci d'être venu. FinTecture, on en parle énormément en ce moment. Donc, même moi, alors qu'on en a beaucoup parlé, j'ai encore beaucoup de questions. Avec plaisir. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, si tu veux bien. Je m'appelle Reda Charay, je suis né à 38 ans au Maroc. J'ai fait une bonne partie de mes études et j'allais dire de ma carrière, de ma courte carrière dans le salariat à Paris. Je suis marié, j'ai 2 enfants, dont un deuxième qui a 1 mois, donc c'est un peu... Félicitations. Un peu la fête à la maison, et merci beaucoup. Un petit challenge perso en parallèle du challenge pro. J'ai fait une école d'ingé à Lyon. J'ai travaillé ici un petit peu en France chez Price, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir Bien là-dessus. Et voilà. Écoute, on va tout de suite expliquer... tu vas tout de suite expliquer ce qu'est FinTecture. Je pense que c'est important qu'on ait en tête rapidement ce que vous faites, et ce que vous avez inventé comme type de moyen de paiement, et ce que vous apportez au commerce aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu décrirais FinTecture, la solution FinTecture, de façon simple ? Comment tu l'expliquerais à tes enfants, par exemple ? C'est une très bonne question. Alors, FinTecture, c'est une nouvelle manière de collecter des paiements pour les marchands. Et c'est né d'une opportunité réglementaire au départ, la DSP2 que tu connais bien, donc en 2019, où on a eu l'essentielle licence d'établissement de paiement pour exercer. Cette opportunité, en fait, elle est très simple. Elle oblige les banques, je pense que c'est le bon mot, à ouvrir un petit peu les vannes pour des third-party providers, en gros, des établissements de paiement. Et donc, il y a plusieurs manières de saisir cette opportunité. Il y a ce qu'ont fait nos confrères open banking providers, c'est-à-dire qu'ils vont agréger ces API. Donc, il y a 2 types d'API. Les API data, donc c'est tout ce qui va être open finance, agrégation des comptes bancaires pour des use cases, de scoring, etc. C'est pas cette direction que nous, on a prise. Et donc, ces open banking providers, ils vont agréger et créer une infrastructure qu'ils vont en réalité louer à d'autres fintech, d'autres end-users, d'autres prestataires, etc. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. D'abord parce que je pense que ce n'est pas un move très stratégique, dans la mesure où ça se commoditise et c'est déjà une commodité, ces agrégations aux banques. Et donc, je pense qu'il fallait... Nous, on a décidé d'aller au-delà. Alors, on a fait le choix de construire cette infra et de s'en servir pour notre propre produit, pour avoir une indépendance technique, technologique et aussi désintermédier totalement le paiement, même au niveau commercial, de ne pas avoir à rémunérer un tiers. Okay ? Donc, la première étape a été d'agréger ces API bancaires. Et à notre grande surprise, c'est une opportunité réglementaire. Donc, on construit un produit dessus. Et dans la réalité des choses, dans la réalité des faits, la promesse n'est pas toujours au rendez-vous, on va dire. Et donc, il y avait un long travail qu'on a fait au début, d'ailleurs. On s'amuse à dire en interne qu'on s'est pris un petit peu les flèches pour tout le monde parce qu'on était les premiers en France sur le sujet. Peut-être que je reviendrai là-dessus et expliquer pourquoi. Il y avait un momentum en fait qui était favorable pour nous. Donc au-delà en fait de ces agrégations bancaires, au-delà de l'infrastructure, on a enrichi le produit pour créer une solution de paiement, notamment pour les e-commerçants, pour en gros leur permettre d'avoir un comportement pour une collecte de paiement par virement qui soit ISO carte bancaire, c'est-à-dire OK KO tout de suite. Donc est-ce qu'on peut dire, vous parlez dans votre vision souvent de vouloir digitaliser
le paiement B2B. Et pour cela, vous vous appuyez donc principalement sur le virement. Exactement. On peut résumer comme ça. Et donc ce moyen de paiement qui existe déjà, vous arrivez à complètement changer la façon dont il est utilisé aujourd'hui pour véritablement le digitaliser, simplifier le quotidien des commerçants. Exactement. Alors, on a des commerçants qui vendent à d'autres professionnels, tout comme on a des commerçants qui vendent à des particuliers. Et tu as raison, en fait, pour compléter un petit peu la genèse de la solution ou de l'entreprise FinTecture, en gros, c'est qu'il y avait cette opportunité réglementaire. Donc là, j'ai expliqué un petit peu le positionnement, si tu veux, produit, la vision, quoi. Donc, on ne se contente pas de fournir un accès à ces API, mais on fournit une solution de paiement qui va avec. Et l'opportunité qui accompagnait cette APIisation, en fait, des services bancaires, c'est l'authentification forte sur les paiements. Et toi, tu es dans le business des cartes, et je pense que ce que je vais dire va beaucoup te parler. Bien sûr. C'est quand on parle à nos marchands, et d'ailleurs, il y a une stat en France qui est fournie par l'Observatoire national sur la sécurité des moyens de paiement, enfin par Banque de France, en gros, où on a un taux de decline, c'est-à-dire des transactions cartes qui sont initiées, mais qui n'aboutissent pas, pour des raisons de plafond, mais aussi pour des questions de rejet, on va dire, techniques. Et on s'est dit, on a une belle opportunité, pas d'aller concurrencer la carte, parce que je pense que c'est pas très réaliste et c'est pas du tout notre ambition, mais de la compléter, du moins, et de servir de solution de repli pour tous ces paiements, tout ce business qui n'aboutit pas pour nos marchands. Et donc, notre promesse, elle est très claire, pour la résumer en une ligne, parce que c'est ce que tu m'as demandé de faire, mais je ne suis pas du tout succinct. Donc je vais répondre à la question maintenant. C'est qu'on permet à nos clients de récupérer le business qui n'est pas converti par carte bancaire, tout simplement. Donc, on va générer des ventes additionnelles, des ventes incrémentales. Quand on voit les volumes qu'on processe pour nos clients, pour nos e-commerçants, tu le dis très bien, c'est principalement des paiements qui ont été d'abord initiés par carte, qui n'aboutissent pas et qui vont migrer sur FinTecture en deuxième intention. Et donc, on est très content de créer cette valeur pour nos marchands. Ça va aussi être des paniers qui, de toute façon, sont très compliqués à convertir par carte. Si tu vois un peu nos stats, nos paniers moyens à nous par rapport à ceux du marchand, c'est un multiple de 3, avec des pics sur un bon quart des transactions, avec des multiples de 7, quoi. Donc, on va permettre de collecter des paiements qui ne l'étaient pas préalablement par les moyens de paiement, type carte bancaire, etc. Oui, c'est un des gros avantages du virement, qui a un plafond bien supérieur aux moyens de paiement traditionnels, carte, cash, limité depuis quelques années aussi, et également chèque, de toute façon, puisque là, le virement, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 000 euros dans des transactions, et entre professionnels jusqu'à 100 000, je crois. On a vraiment des plafonds. Alors ça va au-delà de ça. Je pense que le paiement FinTecture, on s'amuse à monitorer ce chiffre, mais je pense que le paiement le plus important, c'est plus d'1,3 million d'euros. C'est un paiement professionnel à professionnel. En réalité, c'est un paiement qui est déplafonné, dans le sens où il est ISO plafond bancaire. C'est-à-dire, si moi je peux faire un virement de 300 000 euros et que j'ai l'habitude de régler mes fournisseurs à ces niveaux-là de facture, je peux payer avec FinTecture des montants ISO, plafond, virement que j'ai négocié, obtenu, paramétré au niveau de ma banque. Et surtout la technologie, enfin le nouveau moyen de paiement en fait de l'instant payment, qui est le virement instantané, qui est arrivé il y a quelques années maintenant, 5-6 ans. Au-delà de ce plafond qui est beaucoup plus important que les autres moyens de paiement traditionnels, il y a le fait que, comme son nom l'indique, le paiement est effectué tout de suite, irrévocable, et que par définition, l'argent est déjà sur le compte du commerçant, donc pas de fraude, en tout cas de faux paiement pour le commerçant. Après, il peut y avoir des usurpations d'identité sur le paiement, mais ça apporte tout de suite 3 avantages vraiment importants par rapport aux autres moyens de paiement. Non, c'est clair. Et en fait, l'instantanéité, alors nous, on fait la différence, je ne sais pas si je peux me permettre d'être un tout petit peu technique ou bien sûr. En fait, nous, on parle d'immédiateté. Ouais. Ce qui va intéresser le marchand, c'est pas tant d'avoir les fonds tout de suite, alors ça peut évidemment être un levier, mais c'est d'avoir une confirmation de paiement tout de suite. Et cette confirmation-là, immédiate et irrévocable, on arrive à l'avoir à travers des banques, même dans un contexte de virement c'est pas standard. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au virement c'est pas standard ? Évidemment, l'instant est une belle opportunité pour 2 raisons. 1, parce qu'il est payant aujourd'hui, et ça peut être un frein à l'adoption. Oui. Même si c'est des montants d'1 euro, il y a un frein psychologique à l'adoption quand c'est payant. Et deuxièmement, ce qu'on a constaté,
c'est que le taux d'acceptation des banques, quand on processe un virement instantané, est plus faible de 20 à 30% qu'un virement SEPA standard. C'est-à-dire qu'en gros, les D'accord. banques, elles vont déclencher des alarmes, pour être très schématique, qui vont être un peu plus sensibles quand on va leur présenter une demande de virement instantané que si c'est un virement SEPA standard. Et donc, elles vont tendance à avoir D'accord, c'est étonnant. plus alors, à rejeter les paiements quand ils sont inst que quand ils sont en SEPA Ok, standard. je savais pas. Et- C'est un peu contre-intuitif, non Bah, pas tellement, parce que le délai de traitement d'un virement inst, c'est 10 secondes, et en 10 secondes, il faut faire tous les checks, notamment des checks anti-fraude. Donc, dès qu'il y a des patterns suspicieux, notamment sur la vélocité, sur le compte du payeur, sur les Ça va montants, trop vite etc., pour elles. voilà, les banques préfèrent, ils ont une approche par les risques, Ouais. et elles y gagnent pas tellement, pour être honnête avec Ouais, c'est toi, un peu. à Ouh là nous là, faciliter la vie. Bah, voilà, si vite. Parce que aujourd'hui, les banques monétisent pas ces API, donc il y a tout un équilibre intelligent à trouver avec les banques. Et donc, c'est plus, ce qu'on met en avant nous, c'est plus l'immédiateté, parce qu'on peut pousser le inst, c'est une belle promesse. Par contre, en termes de conversion, on aura de la déception chez nos marchands. Et donc, nous, ce qu'on a construit justement, c'est au-delà de cette agrégation des API bancaires, comprendre ce qui se passe derrière ces API. Tu vois ? C'est-à-dire, on ne se contente pas de fournir, comme j'ai dit au début, une infra à nos clients, on leur fournit une solution de paiement. Et ce que nos clients achètent chez nous, c'est notre connaissance du comportement des banques derrière ces API qui sont sollicités, en gros. Et l'immédiateté est une très très bonne opportunité pour les sujets de proximité. Aujourd'hui, on peut citer Bricoman, on peut citer plein d'autres clients. Tu peux aller acheter une fenêtre chez Bricoman et on va te proposer un QR code en rayon pour régler tes achats sans retourner en caisse, etc. Alors, évidemment, ce qu'ils vont avoir besoin, parce que tu vas sortir du magasin avec la fenêtre, c'est d'une réponse immédiate et irrévocable. Et Fintecture est capable d'apporter cette réponse, pas uniquement à travers les canaux Inst, parce qu'on va avoir une dégradation de l'acceptation, mais aussi à travers des canaux SEPA, ça dépend des banques, etc. Okay. Mais justement, on a une solution d'orchestration, de smart routing entre Inst et SEPA standard pour fournir aux marchands une confirmation immédiate et irrévocable, même dans un contexte de SEPA standard. Et ça, c'est intéressant. Donc ça touche bien sûr à la trésorerie, réception des fonds de façon plus immédiate, donc réduction de la fraude, mais également, comme tu le disais tout à l'heure, possibilité d'augmenter le taux de conversion et donc le chiffre d'affaires via des récupérations de cartes, de paiement cartes qui auraient été rejetées, que vous rejouez via le paiement en virement soit SEPA, soit instantané, et donc que vous récupérez. Donc si une carte, par exemple, ne fonctionne pas parce qu'elle est périmée, par exemple, plutôt que d'abandonner le panier, vous pouvez tout de suite rejouer la transaction avec le virement et donc transformer l'essai et récupérer ce chiffre qui aurait été perdu. Alors, techniquement, nous, on ne peut pas rejouer le paiement si tu veux, c'est-à-dire que nous, on va venir fournir une solution de paiement supplémentaire dans les interfaces du client, notamment leur checkout pour les e-commerçants. Et donc, on va cohabiter, si tu veux, avec un prestataire de paiement, CB, etc. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à 40% des paiements qu'on va processer pour des marchands proviennent de paiements cartes qui n'ont pas abouti. Et en fait, cette migration vers nous, c'est un choix que fait le payeur de lui-même, si tu veux. D'accord. Pour faire un fallback automatique sur un paiement carte qui n'aboutit pas, il faudrait une intégration avec le prestataire de paiement pour construire en fait cette solution de repli pour qu'elle soit automatique. Mais ce qui est déjà une très bonne nouvelle, c'est-à-dire sans effort tech, sans intégration compliquée avec les marchands, les clients se disent bon bah ok, moi je vais absolument acheter ce que je dois acheter, ma carte n'est pas passée. Qu'est-ce que j'ai dans le checkout pour aller payer? J'ai pas envie de payer en 3 fois, 4 fois parce que j'ai pas envie de me faire financer. J'ai pas PayPal. Fintecture, virement immédiat, ok, allons-y. Ce qui est très intéressant aussi, parce qu'il y a évidemment des sujets et des enjeux d'adoption. Oui. Qui on est pour que les gens cliquent sur ce petit logo vert et bleu dans les checkouts Fintecture? Bah, ce qu'on constate, c'est que quand les gens payent avec Fintecture, ils reviennent. On a chez certains de nos marchands plus de 90% de nos volumes qui se font par des repeat payers, c'est-à-dire des payeurs qui ont acheté une fois et qui vont revenir, etc., réutiliser le service pour régler leurs achats. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr. Ouais, c'est une stat effectivement très importante à suivre et qui vient conforter un petit peu votre positionnement et le taux d'adoption. Donc, donc très, très positif. Et donc là, donc vous avez vraiment commencé à travailler pendant 2 ans, je crois, à vraiment développer le produit, à vraiment vous concentrer à fond sur le produit et ensuite à
vous connecter, justement, suite à la DSP2 et à l'open banking, à toutes les banques aujourd'hui. Vous avez une solution que vous pouvez déployer, je crois, dans plus d'une dizaine même de pays en Europe aujourd'hui. Tout à fait, un peu plus, ouais. Et ensuite, vous avez lancé officiellement la marque il y a 2 ans. Alors, commercialement. si tu veux connaître un petit peu les étapes, il y a eu une première étape, acquisition client. Je me rappelle, on était à Station F, on était tous, il y avait pas mal d'alternants dans l'équipe commerciale parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc, on avait un enjeu d'acquisition client avec une approche très agressive commercialement, pas d'engagement, pay as you go, tu payes ce que tu consommes, etc. Et donc, l'enjeu pour nous, en réalité, à ce moment-là, c'était de voir ce qui se passait derrière ces API. Parce que si on en reste au texte de la Commission européenne, c'est génial, l'instantanéité comme tu dis, etc. Mais on avait envie de voir ce qui se passait quand on allait solliciter ces banques. Et d'ailleurs, les banques elles-mêmes n'avaient pas, au moment où on a commencé, de recul sur ces API. Elles les ont mis en place avec des cabinets, des SS2I, etc. Elles ont investi beaucoup d'argent d'ailleurs. Et personne vraiment n'avait de recul sur ces API en production. Parce que le seul moyen de savoir ce qui se passe derrière ces API, c'est de les consommer, c'est de les solliciter. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé beaucoup de connecteurs sur beaucoup d'interfaces, sur du PrestaShop, du Magento, du Shopify, du Intershop, du WooCommerce, etc., etc., pour permettre à nos clients, sans enjeu technique ou connaissances techniques, de commencer à collecter les paiements quelques heures après nous avoir eu au téléphone. Et ce play-là, ce go-to-market-là nous a permis de construire un produit en réalité. Ça, c'était la première étape. C'est comme ça qu'on a compris en réalité ce qui se passait une fois que ces API étaient sollicités, comment se comportaient les banques, etc. Bon, je te passe tous les bugs qu'on remontait. Oui. On a co-construit ce produit avec certaines banques. C'était marrant, c'est ça que j'ai dit, on a pris les flèches parce que derrière, beaucoup en ont bénéficié. Enfin, les autres en ont bénéficié aussi. Et donc ça, c'était la première étape, acquisition client. Et puis après, on a eu tout de suite des enjeux de monétisation, etc. Et donc, on a compris, si tu veux, quels sont les cas d'usage où on allait créer de la valeur, d'autres sur lesquels on n'allait pas être pertinent, etc. Donc, on avait une approche un peu plus organisée, plus structurée, de la vente indirecte avec des partenaires, etc. Mais plus réfléchie parce qu'on avait aussi du recul, de la data, pour comprendre là où on était bon, là où on servait à quelque chose et là où on n'était pas très utile, quoi. D'accord. Et ensuite, donc, commercialisation officielle et montée en puissance il y a 2 ans. Et en 2 ans, donc on en parlait tout à l'heure, vous arrivez de 0 à 1 milliard d'euros de transactions et vous communiquez aujourd'hui sur 10 000 transactions jour et 7 000 clients. Exactement. C'est allé assez vite quand même. Tout à fait. Alors, on est très content et on est très fiers. Merci de rappeler ces chiffres. Quand même. Écoute, on a eu au 31/12 de l'année dernière 7000 clients. Je pense qu'on va finir l'année avec plus de 10 000. Ah ouais. Sur le milliard, c'est un très bon chiffre. Tu es bien renseigné, parce que c'est pas moi qui t'ai donné ce chiffre. Mais en tout cas, tu es bien renseigné. Sur ce milliard, ce qui est intéressant, il s'est fait en 2 ans, effectivement. Et surtout, il y a 700 millions sur le milliard qui s'est fait sur les 6 derniers mois. Ah ouais. Oui, donc il y a une vraie accélération, etc. Et cette accélération, elle n'est pas liée à une adoption naturelle de nos clients. Elle est vraiment liée au travail, en partie évidemment, il y a plusieurs équipes qui travaillent, mais un travail qui est fait par l'équipe produit sur le payeur, qui est au centre finalement du produit, parce qu'on a compris que l'essentiel de nos revenus, l'essentiel de nos volumes sont faits par les payeurs récurrents. Et donc il y a une approche produit spécifique pour faire en sorte que lorsqu'on paye, on a envie d'y retourner. Et c'est quelque chose qu'on regarde scrupuleusement. Et c'est de là que vient, cette croissance exponentielle sur les volumes. Écoute, c'est prometteur en tout cas. Félicitations déjà pour ces quelques années, ce démarrage de folie. Merci. qui promet beaucoup de choses à l'avenir, positives. Si tu veux bien, je veux bien qu'on fasse un petit retour en arrière. On reviendra sur FinTecture après pour creuser. J'ai encore plein de questions sur le business model, sur les équipes, sur comment tu as constitué tes équipes et quelles sont les perspectives d'avenir justement. Mais si on revient un petit peu en arrière, enfin une petite vingtaine d'années en arrière, pas trop non plus, mais quand même. Donc toi, tu es ingénieur à la base. Exactement. Tu as fait l'INSA ? Exactement. Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une prépa intégrée, mais je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Ouais. Donc c'était à Lyon, école d'ingé.
Je ne sais pas si publiquement je dois dire ce que je pense de mon cursus, mais tu fais ce que tu veux. Hein. J'ai pas trop aimé, pour être honnête. D'accord. Je me suis un petit peu ennuyé. Ok. J'étais pas très épanoui parce que j'ai trouvé que c'était... Mais en même temps, c'est peut-être pas la faute de l'école, mais la mienne, peut-être un mauvais choix d'orientation. C'est sûrement pas un bon choix d'orientation parce que je travaille dans la distribution aujourd'hui, la partie commerciale de la boîte, c'est moi qui pilote le revenu. Mais j'ai trouvé ça trop technique. Un ADN plus sales à la base Non, je pense que j'ai un ADN plus sales à la base, ça c'est sûr. Mais j'aime beaucoup les sciences, etc. J'ai trouvé que c'était trop appliqué, hyper déconnecté. On a fait 2-3 rendez-vous ensemble, effectivement, ton argumentation est particulièrement rodée. Hein. Ouais, parce qu'on est passionné et que je suis un des founders de la boîte, donc forcément, ça va de soi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le cursus d'ingé, en tout cas dans l'école par laquelle je suis passé, était trop technique et qu'on n'était pas assez connecté aux enjeux business, des boîtes, etc. C'est vraiment plus une approche R&D, sciences appliquées comme son nom l'indique. C'est pour ça que je prends ma part de responsabilité dans le choix. Mais en tout cas, c'est une très bonne école pour ceux qui veulent aller faire de la recherche plus tard, etc. Il y a plein d'élèves brillants, donc il y a des budgets, etc. Donc je pense que c'est une bonne école d'ingé. Moi, personnellement, je me suis ennuyé terriblement. Voilà. Écoute, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. Hein. D'accord, donc c'est pas le coup de cœur absolument pas. De l'année, tu restes quand même 5 ans là-bas. Donc, ouais, c'est un cursus de 5 ans, donc une fois que j'y étais, je me suis dit bon, on va aller quand même jusqu'au bout. C'était 5 ans, bon, pas si pénible que ça, j'imagine quand même. Écoute, assez pénible, j'ai eu une parenthèse enchantée. Quand même. Bah oui, il y a une parenthèse enchantée pendant 6 mois. De la dernière année où j'ai fait un échange en Suède. Ah bah oui, qui s'appelle KTH. Voilà, donc c'était une très très belle parenthèse. Je pense que les 6 meilleurs mois de mes 5 ans. Ah voilà, t'as bien fait de persévérer. J'étais pas en enfer, mais disons que voilà, les 6 mois que j'ai passés ont rebalancé les 4 ans et demi où je me suis un petit peu ennuyé. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Voilà, ils ont gardé le meilleur pour la fin et c'était vraiment, là pour le coup, parce que je suis allé en école d'ingé aussi, et c'est une approche qui est totalement différente. On avait plus de temps libre, tu vois, en école d'ingé, moi j'avais plus de 40 heures de cours par semaine, t'as pas le temps de faire grand-chose. Là, c'est plus une approche, travail de groupe, sur des sujets d'énergie renouvelable, etc. Donc on ouvre un petit peu le périmètre et l'esprit sur des sujets. Ouais. Exactement, donc ça a un petit peu... j'ai fini sur une bonne note, on va dire. Pas mal. Mais voilà, j'invite les étudiants, s'ils nous écoutent, à faire attention à leur choix académique. C'est très important, c'est très important. Mais bon, ce qui est important aussi, c'est de garder en tête qu'on peut se tromper aussi, hein, et on le voit bien dans ton parcours, tu as testé pas mal de choses, on va en parler tout de suite, et bon, il faut tester, hein, il faut aller jusqu'au bout, tu es quand même allé jusqu'au bout. Et puis, tu as bien fait, puisque tu as eu droit à ces 6 mois en Suède. Exactement. Et donc, ensuite, tu as enchaîné, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est un peu vrai, par ton seul vrai job, entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai, tu as raison. En tout cas, ta seule expérience vraiment dans l'univers du salariat chez PricewaterhouseCoopers. Voilà. Et là, pour le coup, expérience géniale. Je sortais d'une école d'ingé. Je savais rien de l'organisation d'une boîte, de la comptabilité d'une boîte, des enjeux économiques d'une boîte. Je savais pas ce que ça voulait dire BFR, résultat exceptionnel. Pour moi, c'était des mots qui ne voulaient absolument rien dire. Donc, j'avais un besoin vital de me connecter à la réalité économique. Et j'ai trouvé qu'aller chez Price, c'était pas mal. Ouais. C'était un bon move. Et je ne le regrette pas du tout. Services financiers. Exactement, audit, services financiers. Et en plus, j'arrive à Neuilly, donc le choix, c'est très vite fait. Ils ont des locaux magnifiques. Donc Neuilly-le-Valois, je pense que c'est à la frontière. Ils ont des locaux magnifiques, ils ont un très très beau jardin. J'ai été très très bien accueilli, il y a eu un fit tout de suite, j'ai appris énormément de choses, c'est une très très bonne école, pour le coup là je recommande de passer par là, quelques mois, quelques années. Bon, je ne suis pas resté très très longtemps, parce qu'on avait envie, non même pas, je suis resté 1 an. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'avais envie je pense qu'avec Faisal, on avait envie donc mon associé actuel sur Fintecture, de monter notre première boîte, et donc très très belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Et juste après, on est parti sur notre première aventure entrepreneuriale. Donc déjà au bout d'1 an, voilà, le gène de l'entrepreneuriat, ou en tout cas l'envie, vous a rattrapé tout de suite, quoi. Sans cliché et sans nous faire passer pour des aventuriers qui ont soif d'entreprendre, il y avait
c'était presque évident pour nous que D'accord. notre place était dans la création de valeur à travers la création d'une entreprise. C'était évident, en fait, on ne s'est pas tellement posé de questions. Ce qui était moins évident pour les gens autour de nous et nos proches, c'est que ça s'est fait en 2008-2009. Donc c'était la crise des subprimes. Bien sûr. Donc c'était pas trop le moment d'aller se mettre à risque un petit peu ou monter une boîte. C'était même pas un critère qui nous a traversé la tête, pour être honnête. C'était évident pour nous qu'il fallait y aller. Et c'est, alors, avec le recul, si tu veux mon avis, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que tu as 23 ans et tu as strictement mais rien à perdre du tout. Vraiment. Bien sûr. Et c'est pas une bonne chose parce que tu fais beaucoup de bêtises, quoi. Bah oui. Tu fais beaucoup de bêtises. Mais c'est comme ça que tu apprends. Oui, évidemment. Donc après, bon, moi, j'ai aucun regret, façon, etc. Si tu écoutes les personnes autour de toi, c'est jamais le bon moment non, c'est vrai. de Tu as prendre des raison. risques. Non, tout à fait, tu as raison. Mais c'est pour ça que voilà, nous, on regrette pas, on est allé. Et là, je vois que bon, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, etc. Donc, on a des enjeux qui sont différents. Donc, je pense qu'il faut quand même y aller assez tôt pour ne rien avoir à perdre et surtout ne rien avoir à regretter. En tout cas, pour ceux que ça démange et qui ont envie d'y aller, quoi, un jour ou l'autre. Et Faisal, vous vous connaissiez depuis longtemps ? Alors, Faisal, on s'est rencontrés à Londres. On était coloc à Londres. D'accord, ok. Donc ça, c'était aussi, pour revenir à l'INSA, un stage que j'ai eu beaucoup de mal à faire valider. C'était un stage en salle de marché. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient que j'aille en R&D chez Bosch en Allemagne ou je ne sais pas quoi. Monétiser un petit peu mon diplôme. C'est ce qu'ils attendent. Ouais. C'est normal. Enfin, ils nous forment pour ça. C'était stage de fin d'études de l'INSA. Voilà, donc on est en salle de marché. Et donc, j'ai rencontré Faisal là-bas à travers un ami en commun. Donc, on était coloc. D'ailleurs, Faisal et cet ami en commun... Donc, eux avaient fait pour le coup une école de commerce. Faisal a fait HEC. Et donc, eux, ils étaient chez Lehman Brothers. Et un matin, ils reviennent tous les deux pour dire bah écoute, Lehman Brothers a fait faillite. Donc, le troisième colloque, lui, devait rentrer sur Paris dans la semaine parce qu'il y avait des histoires de permis de travail, etc. Faisal a eu un peu plus de chance parce que son activité s'était faite racheter par Nomura, la banque japonaise. Donc, il a continué ici à Paris. Quand moi j'étais chez Price, et donc on a gardé contact évidemment sur Paris et on a décidé de monter un premier business ensemble qui est Pédagogia. Donc ça, on est en 2010, oui, effectivement. Exactement. Donc en fait, moi à l'époque, quand je travaillais chez Price, j'habitais à Neuilly et j'avais un complétude en bas de chez moi. Oui, bien sûr. L'idée est venue comme ça. Et on s'est dit, bon, c'est un modèle qui est pas mal des cours à domicile, etc. Et en fait, donc moi je suis né au Maroc et je connais bien le Maroc et vraiment il y a un enjeu d'éducation. Je pense que c'est le poste de dépense numéro 1 des Marocains. L'éducation des enfants, c'est hyper important. D'accord. Je pense que juste après l'éducation, il doit y avoir la santé, mais l'éducation vraiment au centre de l'attention de tous les foyers. Et les gens, ils mettent beaucoup d'argent, beaucoup de budget, etc. Donc on n'y est pas allé par opportunisme de se dire que les gens ils y consacrent un budget important, mais par crédibilité, quoi, par légitimité plutôt. Je pense que l'histoire de dire oui, on a fait une école d'ingé et que Faisal a fait une école de commerce HEC avec un cycle prépa, etc., c'est quelque chose qui parle aux gens et on a envie de partager aussi cette expérience-là. Au départ, on était allé sur l'idée de répliquer un petit peu le modèle Academia Complétude. Et au Maroc, donc. Au Maroc, exactement. Mais il n'était pas réplicable pour une raison très simple, c'est que ici, ces acteurs sont protégés par des incentives fiscales qui n'incitent pas tellement les clients à contourner ces acteurs qui les mettent en relation avec des professeurs. D'accord. Donc moi, je te mets en relation avec un professeur, tu n'as aucun intérêt à me contourner parce qu'en plus, tu as un abattement fiscal dessus et s'il ne te plaît pas ce prof, je peux t'en renvoyer un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que tu trouves un peu de chaussures à ton pied. Bon, au Maroc, on n'avait pas ces leviers et donc on a adapté un petit peu le format, le concept à des cours particuliers en petits groupes entre 3 et 5 élèves maximum dans des salles. Donc on avait des centres, on a eu un premier centre, un deuxième au bout de 6 mois et c'est une boîte qu'on a revendue très très vite à un des investisseurs qui est rentré en plein milieu, en milieu d'aventure on va dire, et qui a racheté la boîte intégralement après je pense un peu moins de 2 ans. Ouais, parce que déjà en un an ou deux, vous aviez une 60aine de professeurs, plus de 300 clients. Exactement. C'est-à-dire, ça s'est fait très vite en fait. Ça a bien marché, ouais. Oui, parce que c'est un petit monde en fait. Les élèves en parlent entre eux, les parents en parlent entre eux. Et je pense que avec le recul, c'est vraiment notre histoire qui a fait la différence, notre parcours personnel qui a fait la différence. Évidemment, on a joué là-dessus.
cette crédibilité-là nous a aidé aussi à recruter les bons professeurs qui nous ont fait confiance au début, etc., parce que c'est un peu la guerre pour recruter les profs, ils sont hyper sollicités, etc. On a fait venir aussi des profs de l'éducation nationale en France, on est très contents, qui ont partagé un peu de leur savoir, oui, franchement. Excellent. Donc ça allait très vite, principalement grâce au bouche à oreille, et de toute façon je pense que ces business là c'est soit ça prend tout de suite, soit ça prend pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de play sur la distrib ou sur le c'est du B2C, c'est principalement le bouche à oreille qui fait la différence, quoi. Bon, bah, bien joué. Ça existe encore, Pédagogia ? Ça existe encore, oui. Ouais, non, bravo. Merci. C'est génial. Donc après 2 ans et une première expérience réussie, donc vous remettez ça avec Edlink. Alors, Edlink, c'est donc en sortant de Pédagogia, ça c'était plus Faisal qui, on va dire, qui a l'idée cet effort. Si tu veux, on a lancé 2 sociétés en même temps. Oui. Dans lesquelles on était tous les deux. Vous cherchiez à vous occuper un petit peu, quoi. Voilà, exactement. Et donc, Faisal a pris le lead un petit peu sur Edlink. Edlink, c'est une petite boutique de conseil sur des sujets d'immobilier, d'expertise, etc. Ok. Et en parallèle de ça, on avait un projet qui était plus ambitieux, qui est donc Tesla Electric Solutions. Voilà, donc c'est vous qui avez fondé Tesla. Non, malheureusement. Non, mais Tesla, c'est encore vraiment, je pense que ça montre un petit peu, sans faire de storytelling à 2 balles, l'esprit qu'on avait et notre manière d'approcher le business. Tesla, c'est une espèce de PropTech, si tu veux, donc il n'y a pas on était provider de solutions clés en main pour des comptes globaux. Donc ça, c'est une expérience qui nous a beaucoup aidé sur l'approche Tier 1, et on pourra peut-être en reparler pour voir qu'est-ce qu'on a appris sur ces activités pour le répliquer sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui s'appelle Fintecture, enfin sur un écosystème totalement décorrélé de Tesla. Et donc on accompagnait nos clients globaux, ce qu'on appelait comment on appelait ça chez Tesla ? Des global accounts, voilà. Ouais, bon, des boîtes qui ont des bureaux un petit peu partout, etc. Et on allait les accompagner dans leurs projets hôteliers, industriels, office, etc. dans des destinations en Afrique où leurs providers globaux ne voulaient pas aller. Leurs providers globaux, ça pouvait être des CBRE, des JLL, etc., etc. Donc on allait dans des pays comme la Mauritanie, le Kenya, la Guinée équatoriale, le Niger, etc., où il n'y avait pas de présence de ces acteurs-là. Donc pour nous, c'était vraiment une opportunité. Et on s'est pas mal amusé, on a beaucoup galéré aussi, parce qu'il faut, en fait, la clé d'entrée dans ces business, c'est d'avoir vraiment une expertise logistique dans ces pays-là, qui peut être parfois vraiment totalement deal breaker. Tu as même des logisticiens comme DHL, FedEx qui ne vont pas dans certains pays en Afrique parce que c'est très compliqué localement avec les douanes, etc. Donc il faut avoir des relais locaux, et on a eu quand même une petite plateforme dans, je pense, plus de 13 pays au final qu'on aura visité, dans lesquels on aura travaillé avec ces acteurs-là. Donc ce qui était intéressant avec ces acteurs, c'était que on était très tranquille sur les paiements, les délais de paiement, etc. Parce que c'est quand même des destinations très touchy. Et donc, c'était une expérience hyper intéressante d'approche des grands comptes et de les accompagner sur les standards globaux. Donc, ça fait tout de suite monter la boîte dans des niveaux de compétences et de standards qu'ils attendent, parce qu'ils ont des cahiers des charges globaux, etc. Donc, il faut level up. Et dans ce level up, on a appris à discuter avec ces comptes-là, et on a appris à comprendre leurs besoins, et ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour la dans suite. Fintecture, pour la suite, totalement. Alors, c'est vraiment drôle parce que vous êtes un peu touche à tout quand même. Tout à fait. Toi, ingé au début, ensuite un peu d'audit et de service financier chez Price, ensuite le marché de l'éducation, des cours particuliers, après un peu de conseils, et puis carrément de la PropTech. Et puis tout vous réussit quand même assez bien à chaque fois. Et vous apprenez toujours beaucoup de choses qui, petit à petit, après quand même une petite dizaine d'années d'expérience entrepreneuriale, vous amènent à petit à petit envisager donc une nouvelle aventure avec Fintecture, dans lequel, comme tu le disais, vous avez quelque part utilisé et mis à contribution tout ce que vous aviez appris depuis 10 ans, quoi. Exactement. Et je pense que, pour commenter ce que tu viens de dire, je pense que les investisseurs n'aiment pas trop les profils comme les nôtres. Les touche-à-tout. Ils n'aiment pas les touche-à-tout, et ils aiment des experts, en fait, du domaine dans lequel tu investis. Donc, en fait, par exemple, pour monter une fintech dans les paiements, ils préfèrent
miser sur quelqu'un qui sort de Verifone et qui connaît les paiements depuis 10 ans ou qui sort de chez Stripe, etc. etc. Ça fait plus sens. Quelqu'un qui est dans l'éducation et qui est parti vadrouiller en Afrique dans des destinations un peu touchy, c'est moins cohérent comme projet, si tu veux. Ça dépend de la légitimité ou le profil qu'il recherche, parce que quelqu'un qui est expert n'est pas forcément un bon entrepreneur. Alors oui, c'est vrai, tu as raison. Et donc justement, nous, en fait, l'histoire qu'on a racontée, c'était notre capacité à accompagner des comptes globaux dans leurs enjeux et surtout créer du revenu, créer des boîtes rentables qui gagnent de l'argent. Et créer une boîte qui gagne de l'argent, c'est pas facile du tout. Et je pense que ça manque à la tech. Ça continue de manquer à la tech de manière globale et c'est de plus en plus des attentes des investisseurs et c'est normal. Hein. Parce qu'à chaque fois, vous avez réussi à être rentable assez rapidement. Oui, parce que de toute façon, on n'avait pas de capital, on n'avait pas d'argent pour monter ces boîtes et donc ces boîtes devaient être rentables très très vite, sinon on n'avait pas de possibilité de continuer l'aventure, quoi. Et pendant 10 ans, vous étiez toujours basé au Maroc, vous travailliez le marché africain. Absolument. Avec ces 3 aventures. Et donc, FinTechture, qu'est-ce qui a été le switch de vous dire, bon, là, on va aller s'installer à Paris, rue Montorgueil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peut-être changer de marché ou d'approche avant de parler de la solution? Non, mais je vais te répondre de manière très honnête, c'est que dans ces expériences-là, on était quand même très à l'étroit. Donc, il y avait quand même une approche très opportuniste, d'accompagner ses clients dans ces pays, c'était marrant, etc. Mais on avait envie d'un challenge un peu plus ambitieux, si tu veux, en termes de taille, de marché. Donc, on voulait un marché plus ambitieux et on voulait un projet plus complexe. Okay. Voilà. Et donc, comment FinTechture, parce que c'est très très loin de ce qu'on savait faire, de ce qu'on avait autour de nous, etc. Oui, c'est pas une idée qui tombe du ciel comme ça, tout cuit. Hein. Absolument pas. Et donc, ça s'est fait... de manière... je vais te raconter comment ça s'est fait. Donc Faisal m'a dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille, qu'on bouge, etc. J'ai dit, bah, évidemment, oui. Enfin, on se sentait un peu à l'étroit. On a envie, comme je t'ai dit, de faire un truc un peu plus ambitieux. Et Faisal, en fait, il a rencontré Anne-Jeanne et Tatiana, qui étaient avec nous d'ailleurs, qui n'est plus dans la boîte. À travers Skype, ils ont discuté. Je pense qu'il les a vus dans un hackathon, enfin, une publication LinkedIn. Ça s'est fait vraiment comme ça, en mode j'ai vu ce que vous avez fait, venez, on discute, etc. Anjan, donc lui qui est co-founder, qui est CTO, qui gère tous les sujets techniques. Tatiana à l'époque gérait la partie réglementaire. Et donc il leur manquait justement un associé ou des associés qui sont capables de les accompagner sur les sujets de vision, go-to-market, monétisation, business tout court. Ok, on a cette opportunité, mais en gros, on en fait quoi? Bien sûr. L'open banking, à l'époque, c'était une opportunité, mais il y a plusieurs use cases. Il y a le play open banking, comme j'ai expliqué en introduction, mais tu peux en faire beaucoup de choses. Et donc, c'est quoi les choix? C'est quoi la vision, etc. Et donc, je pense que c'était hyper complémentaire comme approche, parce que Tatiana, elle avait la brique réglementaire, on ne pouvait rien faire sans l'accord, enfin les licences ACPR évidemment, et on n'a pas commencé avant d'avoir les licences, donc on a attendu de les avoir, et donc c'est Tatiana qui avait l'idée, cet effort. Nous on est incapable de piloter un effort tech et une stratégie tech, et donc Faisal était très très bon sur les enjeux financiers pour nous accompagner, pour accompagner la boîte dans ses levées de fonds, dans les discussions avec les investisseurs et tout. Et moi, j'avais cette brique distribution go-to-market à mettre au bénéfice de la boîte. Et donc voilà, on s'est réparti les rôles très naturellement. Et c'est comme ça que FinTechture est née. Donc 4 fondateurs, très complémentaires, dont 2 fondateurs qui avaient déjà monté 3 boîtes ensemble, qui se connaissaient depuis 10 ans. Mais je pense que c'est très important. Je pense que l'association, c'est hyper difficile. Vraiment, je pense que c'est très compliqué. Beaucoup d'associations ne vont pas jusqu'au bout. Beaucoup d'associations collapsent un petit peu en milieu d'aventure, etc. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle il y a des business qui ne vont pas jusqu'au bout, ou qui s'arrêtent, ou il y a un associé des 2 ou des 3 qui s'en va. Mais c'est vrai que le fait de connaître Faisal depuis maintenant 13 ou 14 ans, ça facilite énormément de choses. Ça crée des liens. Ouais, ça crée des liens, et puis on se comprend. Moi, je sais c'est quoi ses points de susceptibilité, il connaît les miens, donc on va pas aller là-dedans. On sait quelle discussion va mener à quelque chose là, et quelle discussion sera pas constructive. On se comprend, on se fait confiance aussi.
Donc, c'est-à-dire, moi, je ne vais pas intervenir sur son périmètre et lui n'interviendra pas sur le mien. Et on se complète. C'est-à-dire, si on ne se complétait pas, ça aurait été plus problématique, je pense. Toujours, et en tout cas, moins pertinent. Et au bout d'un moment, on aurait dit, bon, bah, c'était sympa, mais là, ça ne sert plus à rien. Mais on se complète vraiment dans nos caractères et même dans nos qualités, en fait, pour la boîte. Et c'est ce qui fait que cette histoire a duré. Non, c'est une belle histoire. Et effectivement, vous arrivez en même temps que la DSP2. Donc toutes les planètes s'alignent un petit peu. DSP2, comment tu nous résumerais un petit peu, alors peut-être pas tous les articles de la DSP2, mais en tout cas, je ne connais pas, je te rassure. En tout cas l'essentiel des articles sur lesquels vous êtes appuyé, en tout cas l'essentiel de l'innovation réglementaire sur laquelle vous êtes appuyé pour vous dire qu'il y avait une opportunité et commencer à travailler justement FinTecture. L'opportunité de la PSD2 en deux leviers, on va dire, très simple, c'est la mise à disposition par les banques des API PIS, Payment Initiation Service, donc initiation de paiement. Ça, c'est le levier numéro 1. On se connecte aux banques dans plus de 17 pays aujourd'hui et on crée nos propres rails de paiement. On est propriétaire de ces rails de paiement, à nous de les monétiser et de créer les couches produits on top of l'infra, comme j'ai expliqué en intro. Et le deuxième levier, c'est l'authentification forte à 2 facteurs sur les paiements en ligne dès lors qu'ils dépassent 30 €, et donc pour tous les moyens de paiement, y compris la carte bancaire. Et donc si tu veux, notre idée, elle est très simple. Avant cette PSD2, il y a une collecte par carte qui se fait en ligne avec plus ou moins de friction. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas comment marche une transaction par carte, il y a plusieurs participants techniques dans une transaction. Il y a l'émetteur, il y a l'acquéreur, il y a la banque qui émet la carte bancaire, il y a la banque qui va collecter les fonds, et il y a le prestataire de paiement qui va faciliter la transaction, qui va la permettre, et puis il y a ce qu'on appelle les schemes, donc Visa, Mastercard, carte bleue, etc. Et donc tout ce beau monde doit se mettre d'accord en même temps pour qu'une transaction aboutisse. Et donc avant l'authentification forte, il y avait des frictions, il y avait le fameux SMS, mais qui n'était pas obligatoire pour contrer la fraude, et donc la Commission européenne a décidé de rendre obligatoire une authentification forte à 2 facteurs, et donc nous on s'est dit, ça va générer plus de dégradation des taux d'acceptation CB, et on ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, nos clients en moyenne, 15%, parfois jusqu'à 40% de transactions CB qui n'aboutissent pas, pour des raisons techniques, mais aussi pour des questions de plafond. Donc en fait, notre business, notre opportunité, c'est de nous dire, ok, on a notre propre infrastructure de paiement, on ne va pas aller concurrencer CB, Mastercard sur le e-commerce, ça n'a pas de sens. On ne va pas battre des moyens de paiement qui ont 70 ans, ça n'a jamais été l'ambition. Par contre, il y a des paiements qui n'aboutissent pas, et où sont ces paiements qui n'aboutissent pas, où est-ce qu'ils sont le plus, où est-ce qu'ils existent le plus, dans quelle verticale, dans quel business, c'est quoi les use cases, allons les adresser. Et ça faisait partie de votre réflexion à la base, c'est en faisant ce constat que vous vous êtes dit qu'il y avait un problème à régler, ou c'est a posteriori que maintenant, avec plus d'années d'expérience, de data, vous vous rendez compte que finalement c'est là le sweet spot de FinTecture? Alors, on s'était dit ça c'était un peu la vision, ou même c'était même l'intuition si tu veux. On a dans le board de FinTecture beaucoup de gens qui viennent des paiements. On a beaucoup de head of payment ou des mecs qui ont investi dans des boîtes qui sont aujourd'hui des success stories, etc. Donc on était très très bien conseillés dès le départ par des insiders et des experts du paiement. Okay, et donc l'enjeu de friction sur les cartes et l'enjeu de ce business qui se volatilise un petit peu, c'est un enjeu qu'on avait bien compris, bien cerné. Après, le comprendre et vouloir l'adresser ou contribuer à le minimiser en tout cas, c'est bien de le comprendre, mais après il faut l'exécuter, quoi. Donc dans l'exécution, évidemment on fait pas tout bien, on ajuste, on comprend, on itère, etc., etc. Mais aujourd'hui les stats viennent corroborer cette intuition de départ, déjà, si tu veux. Cette préscience, quoi. Voilà. Après, et je pense qu'on est qu'au début. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Notamment à travers nos partenaires prestataires de paiement, parce qu'eux, ils ont la visibilité sur les paiements cartes, nous on ne le voit pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens reviennent vers nous, les acheteurs reviennent vers FinTecture en deuxième intention parfois, pour rattraper leur paiement qui n'est pas passé. Mais avec des intégrations intelligentes et des partenariats forts avec les prestataires de paiement qui, eux, ont la visibilité sur les paiements, on peut
proposer cette solution de repli automatiquement. On le fait avec certains orchestrateurs de paiement, certains prestataires de paiement. Donc c'est un enjeu. Et même pour eux, ça s'inscrit totalement dans la continuité de leur business. Et c'est pour ça que c'est un partenariat qui est intéressant. C'est qu'ils ne peuvent pas de toute façon garantir un taux de conversion à leurs clients carte de 100%. Et donc, c'est un levier pour dire, OK, moi, je ne peux pas te garantir 100%, je vais te faire 85, 90, mais je peux améliorer ce taux de 5, 6, 7% grâce à Fintecture, en gros. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre, l'augmentation du taux de conversion et donc alors, soit du taux de conversion, soit du taux de récupération, mais au final, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Exactement. Et donc, on a fait des simulations et en gros, si on récupère 3% de CA pour nos clients, ce qui n'est pas beaucoup, c'est la fourchette basse de ce qu'on fait, l'impact sur leur marge nette est de 12% pour un business qui fait 20% de marge brute. Donc c'est intéressant. Oui, donc c'est intéressant. C'est très vite intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, au début, on a dû pas mal batailler parce que les gens nous voyaient comme une alternative à la carte en termes de coûts. Ouais, en plus. Ouais, tout à fait. Moi j'ai un interchange de temps, moi j'ai mon prestataire me facture tant. Donc, c'est ce qui arrive assez rapidement dans l'esprit des commerçants, en disant bon, bah, alors je passe plus par la carte, je passe de banque à banque, donc je ne paye plus l'interchange, donc je fais des économies. Mais exactement. Bon, faut bien, mais ça fait sens que si et seulement si on prend 30%, 40% des volumes du marchand, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que tu dis. L'idée, c'est pas de se substituer à la carte. Donc, c'est pas le moyen de paiement qui a pour vocation de prendre le lead sur tous les autres. Absolument. Donc, effectivement, la question. C'est de la compléter et d'aller adresser ce business qui n'aboutit pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Ouais. Non, c'est fort. Alors, tu parlais de votre accompagnement, de votre board. Vous avez créé un board rapidement, parce que vous avez fait une première levée de fonds en 2021 de 6 millions en seed. Oui. C'est énorme. Oui. Et ensuite, l'année d'après, 26 millions en série A. Exactement. Je pense qu'au total, on est à 34 millions d'euros avec un prêt BPI d'1,5 million d'euros. Donc le reste, c'est du dilutif. Donc on est à 34 millions. On est déjà hyper fiers, honnêtement. Oui, c'est super. En plus, avec auprès de business angels, de fonds assez prestigieux comme Euraseo ou même la Société Générale. Exactement. HEC Ventures, Allianz. Exactement. On peut citer aussi Target et RTP qui nous accompagnent, qui ont une confiance énorme et qui nous drive énormément. C'est pas toujours le cas avec les investisseurs. On a la chance d'avoir de très très bons investisseurs et je suis très fier de le dire parce qu'ils nous poussent. C'est ils super savent important. Que c'est pas facile et tout, bien sûr. Du coup, c'était quoi la question donc le board, en fait, effectivement, la création de ce board s'est faite en même temps que ces levées de fonds, où vous aviez, tu disais dès le début, vous étiez très entouré par des experts du paiement, justement. Au tout début, on a eu 2-3 business angels qui ont mis 50 000, 100 000. D'accord. Et en fait, le choix des business angels, et on est à Station F, et je pense que c'est un conseil qui peut parler à beaucoup de gens ici. Encore faut-il qu'ils nous écoutent. Absolument. mais en gros... le choix des business angels est très important parce qu'il y a beaucoup de business angels qui sont capables de mettre des tickets de 50 000, 25 000, 100 000, etc. Mais ce n'est pas tellement l'argent à ce moment-là qui a été important, c'est leur capacité déjà à comprendre notre activité, à nous mettre en contact avec les bonnes personnes, à nous mettre en contact avec d'autres business angels qui vont avoir un impact. Et c'est ces business angels-là qui nous ont accompagnés au début à ouvrir les bonnes portes avec les investors. Okay. Et le choix des investisseurs, exactement. Et les investisseurs qu'on a, si tu vas voir leur portfolio sur Internet, ils ont tous des investissements dans des boîtes de paiement, certaines qui sont en IPO aujourd'hui, etc. Donc, il y avait une cohérence, si tu veux, dans les gens qui nous ont accompagnés. Après, il y a eu des tickets pour des gens qui sont vraiment experts dans les paiements, qui viennent vraiment, et notamment qui connaissent bien les sujets de monétique, les sujets de cartes, etc. En ce qui concerne Société Générale, c'est un actionnaire qui est minoritaire. C'est un partenaire industriel aussi, et surtout avec lequel on a un partenariat de distribution de nos solutions à travers son réseau. Donc évidemment, grosse visibilité, grosse opportunité de venir atteindre et de fournir nos services à leurs clients existants. Et donc c'est ça qui vous a aussi permis tout de suite d'avoir l'expertise, que tu en parlais tout à l'heure, que vous n'aviez pas forcément à la base dans l'univers des paiements, et de challenger votre idée, d'affiner,
Et donc là, pendant 2 ans, donc vous construisez le produit, comme tu l'expliquais tout à l'heure, vous faites aussi une intégration avec tous les CMS donc online, avec donc les PrestaShop, Magento, Shopify. Tout à fait, ouais. Et donc vous faites évoluer, vous affinez le produit et ensuite lancement officiel, donc il y a à peu près 2 ans, quoi. Exactement. Un peu plus d'ailleurs. Je pense que le lancement officiel c'était septembre 2019, hyper embryonnaire évidemment, mais en 2020 le go-to-market a commencé à travers les connecteurs qu'on a diffusés et publiés gratuitement sur les marketplaces de connecteurs de ces partenaires-là. Donc on avait une forte visibilité et surtout la possibilité pour nos marchands de commencer dans la minute qui suit, enfin j'exagère, mais il faut compter 30 minutes quoi, de paramétrage, etc. Et de création de comptes, d'IBAN, etc. Pour commencer à collecter les paiements. Donc ça allait très très vite grâce à ces connecteurs et c'est comme ça que le produit est né finalement. Et alors bon, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le nez creux, à avoir eu cette intuition avec l'arrivée de la DSP2. Quels sont vos concurrents aujourd'hui et comment vous vous différenciez Alors, j'imagine que c'est ta question préférée. Non, mais écoute, je vais essayer d'y répondre. Sur le recul produit qu'on a eu justement. Alors, petite parenthèse sur le momentum. Quand il y a eu la DSP2, il y a eu des acteurs éligibles à ce play, quoi, à y aller aussi sur les API des banques, qui avaient une legacy à gérer. Donc, ces acteurs, en fait, qui fournissaient des connexions par scrapping pour agréger les comptes bancaires, etc., ont eu la DSP2 qui a mis en place une authentification forte, etc. Donc, elles avaient une continuité sur leur activité historique à maintenir et c'était un gros boulot pour elles. Et donc, nous, on est tout de suite allé sur les paiements. Donc, si tu veux, pendant quasiment 2 ans, on était seul sur le marché. Donc, on a pris énormément d'avance. On a agrégé énormément d'informations sur ces API, sur le fonctionnement même, au-delà de l'API, du core banking software de la banque, une fois que son API est déclenché, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un produit qui était hyper limité. Il y a des trous dans la raquette dans l'initiation de paiement aujourd'hui. C'est une très belle promesse, on adresse énormément de use cases, etc. C'est une solution qui est puissante, mais limitée. Limitée déjà en coverage de banque dans certains pays. Je prends un exemple en France aujourd'hui. Tu es chez HSBC, tu ne peux pas faire de paiement par notre solution de virement immédiat parce que HSBC n'a pas publié d'API PIS sur laquelle on peut se connecter. Ensuite, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas envie de payer par initiation de paiement, qu'il y avait des enjeux d'adoption. On sert de repli à la carte, c'est très bien, c'est un enjeu important, c'est une très belle promesse, encore faut-il que le client clique et aille jusqu'au bout du paiement. Donc il y a des enjeux d'adoption sur lesquels on travaille évidemment, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que 100% des gens qui voient ton logo et qui ne le connaissent pas en plus aillent jusqu'au bout du parcours. Tout à fait. Okay. Et en plus, comme on est allé tout de suite, on pourra peut-être parler de certains de nos clients, en tout cas ceux qui nous autorisent à en parler, on a aussi le cas, on est très limité parce que si tu veux, dans le monde B2B, qui est capable de payer un règlement et de faire une authentification forte sur son téléphone? Donc ça va caper les payeurs éligibles, c'est-à-dire les TPE, les artisans, certaines PME, mais dès qu'on va monter en taille de l'acheteur, si tu veux, de la taille de la société qui va régler avec FinTecture, on va être capé. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on va mener une bataille pour obtenir plus des banques? Et on n'a pas choisi cette option, parce que je pense que ça nous aurait pris beaucoup de temps. On a été un peu périlleux. Voilà, et en plus on aurait indexé notre roadmap sur celle des banques, et je pense que c'est jamais une bonne idée. Et on a choisi, si tu veux, de créer un produit qui va venir compléter notre propre produit. C'est-à-dire on a créé une solution de repli à la solution qui est elle-même un repli à la CB, quoi. D'accord. Gros. Et cette solution de repli, c'est le virement intelligent, où en gros, sans rentrer dans les détails techniques parce que ça va intéresser personne, mais on va permettre aux acheteurs de nos clients de les régler par virement, mais de les régler par virement manuel, traditionnel. Par contre, on va automatiser la prise en compte de son virement, son lettrage, la validation de la commande, la prise en compte de la commande dans les outils du métier du client, etc. En gros, aujourd'hui, nous, on ne vend pas de solution d'initiation de virement, on vend un checkout où on a les deux solutions et où la deuxième, qui est le virement intelligent,
s'enclenche automatiquement en solution de repli lorsqu'on a un drop de parcours sur la première. Cette solution nous a permis de gagner 24% de conversion déjà sur la première, ce qui est énorme. Ah ouais. Nous, on vend du increase sales, on vend C'est de fou. la vente incrémentale, du business en plus. On se doit d'être performant sur le taux de conversion. Aujourd'hui, on a un taux de conversion qui est supérieur à 80%, et c'est unique pour un moyen de paiement qui est né de rien, si tu veux. Et ça, c'est 3 ans de boulot produit, si tu veux, etc. Donc, je pense que notre différenciation principale, elle est là. Donc déjà 2 ans d'avance. Voilà, je pense qu'on a... Pendant ces 2 ans, en plus d'avoir construit un produit unique et avant tout le monde, vous en avez profité pour vous connecter à toutes les banques. Donc il y a aussi une assise qui fait que demain, vous avez des clients qui sont intéressés, quelle que soit leur banque, en gros, ça devrait marcher. Exactement. Et en plus de ça, vous avez créé ce nouveau moyen de paiement, de virement intelligent, qui vous permet encore plus d'optimiser le taux de conversion, quoi. Qui nous permet de l'optimiser, de l'améliorer, qui nous permet aussi d'étendre l'éligibilité du payeur. Parce que tout le monde peut payer par virement. Et donc on peut aller sur des cas d'usage, parce que l'idée, c'est que si on voit avec une solution de paiement account to account, compte à compte, par virement immédiat, donc cette fameuse opportunité PSD2, et qu'on n'arrive pas à convertir toutes les transactions, le client il est tenté par nous faire cohabiter avec sa collecte de virement traditionnelle, manuelle. Parce que sinon, il va perdre du business. Donc lui, il ne veut surtout pas perdre. Donc, on ne voulait pas être cannibalisé par les solutions de paiement qu'on voulait déjà remplacer à tout prix pour nos clients, qui étaient trop chronophages pour elles en termes de traitement, d'encaissement, etc., etc. Et donc, cette solution nous permet aujourd'hui de proposer à nos marchands de devenir leur seul provider de virement, d'une certaine manière, et de ne plus nous faire cohabiter avec un virement asynchrone, manuel, chronophage, avec toutes les problématiques qu'on connaît de réconciliation, de traitement et de rapidité de prise en compte des paiements pour mettre en expédition les biens et les services. Ouais, c'est ça, vous optimisez le taux de conversion du virement, du paiement, mais également le taux d'acceptation, d'éligibilité, comme tu disais tout à l'heure, du nombre de clients potentiels qui vont venir. Donc c'est coup double. Je vais te prendre un exemple qui va peut-être te parler. On a des clients dans la verticale cadeau, donc on bosse avec les 3 leaders, Edenred, Sodexo et Upcoup. Ils font sur le cadeau 80% de leur chiffre d'affaires annuel sur les mois de novembre-décembre. Bizarre. Voilà, bizarre. Et en fait, pour les paiements qui sont collectés par virement, il faut avoir une capacité énorme de traiter tous les virements de l'année en 6 semaines carrément, quasiment. Tu vois ? Et donc, c'est juste pas possible. Donc, si on veut capter plus de business et si on veut automatiser la prise en compte des paiements, on doit offrir une solution de virement qui convient à tout le monde, aux petits, aux comités d'entreprise, comme aux sociétés de taille plus importante. Et ça, c'est un enjeu important. Sur la différenciation, il y a aussi le fait qu'on était là les premiers, qu'on a eu 7000 bénéficiaires très vite, et donc on a un recul, si tu veux, sur le comportement des banques. Bien sûr. Et on vend ça, si tu veux. On vend notre connaissance du comportement des banques quand leurs API sont sollicités. Ça, c'est très important. Et puis, je ne sais pas si on va en parler, mais nous, on a eu l'ambition tout de suite d'adresser le mid-market à travers les connecteurs que tu as cités, mais d'aller aussi, parce qu'on avait l'expertise, en tout cas le track record, d'aller chercher des global accounts, des tier 1, des grands comptes. Oui. Et ces grands comptes-là, ils ont des besoins très spécifiques. Un des besoins qu'on a su adresser, qui était d'ailleurs une condition sine qua non pour travailler avec ces groupes-là, c'était la possibilité pour ces clients de rembourser leurs marchands comme ils le font par carte bancaire. Et ça, la PSD2 et la Commission européenne n'ont rien prévu pour. Et tant mieux pour nous. Et donc là, c'est encore un use case différent. Alors, c'est pas un use case, c'est plus une fonctionnalité indispensable pour un grand compte, parce que en gros, un grand compte qui collecte des paiements par carte, il va rembourser, en fonction de son activité, entre 0% et 10% des transactions collectées vont faire l'objet de demandes de refund. Bon, aujourd'hui, comment ils font ? Ils vont sur leurs interfaces, ils cliquent sur rembourser et le paiement repart au bout de quelques jours sur la carte bancaire, enfin le compte associé à la carte bancaire qui a été débité. Comme la PSD2, l'Open Banking n'a pas prévu que les banques mettent en place des API retour paiement, en gros, il fallait construire en fait cette possibilité-là. Parce qu'un grand compte qui fait beaucoup de remboursements, qui collecte beaucoup de flux, il ne va pas les faire manuellement. Et en plus de ça, ils n'ont même pas les informations pour faire le remboursement eux-mêmes, quoi.
Et donc, on a développé une solution de payout ou de refund, si tu veux, qui permet à nos clients de rembourser leurs transactions exactement comme ils le font par carte bancaire, sans gestes métiers supplémentaires ou process supplémentaires. Ils ont un bouton, ils choisissent de rembourser totalement ou partiellement, enfin, comme un paiement par carte, et le virement part instantanément sur le compte de leur client. Donc il y a l'effet instantanéité, satisfaction une client, vraie satisfaction, ouais. Et donc vous avez été très créatif. Enfin, vous avez été poussé par vos clients en fait qui vous ont dit est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus, j'imagine. Mais c'est ce que je te disais, le parallèle avec Tesla, enfin la boîte qu'on a montée, la petite PropTech, c'est que en fait, les grands comptes, ils te font monter en compétences, en produits, parce qu'ils ont des attentes, etc. Après, ce produit, on peut le décliner sur la verticale du grand compte avec lequel on travaille. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on ne se gêne pas pour le faire, parce que tout ce qu'on a appris avec ces grands comptes, on essaie d'en faire bénéficier les marchands de la verticale. Quand on voit les bénéfices qu'on crée chez un Leroy Merlin, un Auchan, un Edenred, un Bricoman, etc., on veut en faire bénéficier les gens qui sont, en tout cas les marchands, de cette même verticale-là, et ils nous écoutent parce qu'on connaît leurs problématiques, on connaît leur business. On ne considère pas que c'est des marchands, on considère que ce sont des marchands de cette verticale-là sur laquelle on a un use case, sur laquelle on a un retour data, et c'est ça notre approche commerciale, c'est voici les bénéfices que je suis capable de générer dans ta verticale, est-ce que ça t'intéresse ou pas d'y aller? Superbe. Et donc, ma croissance assez fulgurante, également en termes de nombre de personnes. Vous êtes passé de 7 à 80, presque 100 maintenant. Oui, alors en ça, même pas 2 ans. Quoi. C'est un vrai challenge. Ouais. Et j'invite tout le monde à être très, 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 très prudent parce que grossir vite, ça vient avec des challenges. Ouais. Ça vient aussi avec des erreurs dans les recrutements. Très difficile. Bien sûr, c'est très difficile. Donc, difficile. On a fait comme tout le monde quelques erreurs, il faut aussi le dire. C'est pas facile de grossir très, très vite. C'est pas facile au début. Ouais. Même avec une belle série A, d'attirer les bons talents. Donc, il faut avoir l'approche en interne de faire grandir les gens, de les faire monter en compétences, de leur donner du ownership, etc. Donc, il y a toute une culture managériale qui est mise en place pour, finalement, de toute façon, on n'a pas le choix. Quoi. Non, mais bien sûr. On n'avait pas, à ce moment-là, au début, alors, on avait les moyens, mais on n'avait pas la légitimité de faire venir les meilleurs talents. C'est très compliqué. Parce qu'on est en concurrence avec d'autres boîtes qui sont plus matures que nous, pas forcément dans le même écosystème, mais qui vont aller chercher des ressources les mêmes que celles qu'on attend. Et donc, il faut se montrer... il faut une compétition aussi là-dessus. Hein. La guerre des talents, c'est pas simple. Après, surtout quand tu débutes. Ouais. Non, et voilà. Donc, la guerre des talents, c'était très compliqué. Avoir les bons talents, c'est très compliqué. Et de toute façon, la réalité aussi, et je pense que ça, on l'a appris avec le temps, c'est que croire qu'un talent qui a beaucoup d'expérience va venir... craquer quelque chose et avoir un impact tout de suite, la réalité c'est que ça marche pas comme ça. La réalité c'est qu'il faut d'abord construire cette traction, la comprendre et ensuite se faire accompagner par des gens qui vont la déployer, l'exécuter et l'amener à un autre niveau, quoi. Donc il y avait un enjeu de croissance qui était très compliqué au début, pour être honnête, parce que les talents, il y a la guerre des talents, comme tu as dit. Il fallait aller vite. Il fallait aller vite, donc faire ça bien quand même. Voilà, il fallait faire ça bien. Donc on a fait des erreurs évidemment. Parfois on grossit trop vite, parfois on n'a pas les bonnes personnes. Tout à fait. Mais on apprend en fait. Je pense que l'enjeu pour des boîtes comme les nôtres, c'est de comprendre en permanence ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien et de rectifier et d'itérer, quoi. Parce que de toute façon, on n'a pas la solution. Oui, et si la solution on l'avait, il n'y aurait pas de barrière à l'entrée dans ces business-là. Tu pourrais la revendre à beaucoup de personnes aussi si tu l'as. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à quel type de style de recrutement? Comment vous y prenez? Est-ce que vous en êtes arrivé à garder une certaine rapidité d'exécution en vous disant, bon, allez, de toute façon, il faut qu'on a des ambitions de croissance, de développement dans plusieurs pays en Europe, donc il faut qu'on recrute vite, donc tant pis, on recrute le plus vite possible, ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes devenu très prudent, en mode, bon, on préfère faire passer 10 entretiens, et comme ça on est sûr que c'est la bonne personne, qui a un bon fit, qui a une bonne expertise, on l'a bien challengé et on se plante pas. Mais avant même, alors 10 entretiens, non, il y en a 3 et au max 4. Exagéré. Hein. Non, parce que en fait, mais il y en a qui sont comme ça. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, je vais commencer par répondre à celle-ci. Le cycle de recrutement dure maximum 6-7 jours ouvrés, quoi. Ah ouais. Bah oui, parce qu'on est en concurrence avec d'autres boîtes, il faut faire vite. Et je pense que les candidats aiment bien quand ça avance vite, etc., etc. Mais avant même de lancer
ce recrutement-là, il faut avoir un projet clair en interne pour la ressource. Ok. Et je pense que ce qu'on fait, et on essaie de le faire et de s'améliorer, etc., c'est de monitorer l'impact des gens qui nous accompagnent, de nos employés, leur impact, essayer, et en fait, eux-mêmes, ils ont besoin de comprendre quel est leur impact dans leur périmètre, produit, technique, réglementaire, commercial, support, etc. Quel est l'impact dans la vision globale? Et on essaye de restituer. Alors, c'est pas facile, hein, c'est des jolis mots ce que je suis en train de te raconter. C'est pas facile, mais en tout cas, on est conscient de cet enjeu-là. Et si on va déclencher un recrutement, on est très prudent. Il faut que on s'assure déjà que ce recrutement va servir à un impact positif dans la boîte. Et il faut qu'on s'assure aussi que ce candidat est aligné avec cette attente en interne et qu'il est aligné aussi avec ce qu'on attend de lui concrètement et que ça l'intéresse, etc. Qu'il y ait un projet pour lui et pour les managers, etc. Donc évidemment, il y a les enjeux de seniorité, etc. Mais un manager qui va nous rejoindre et qui a 10-20 ans d'expérience, il a tout un ownership, il a des objectifs évidemment, mais c'est lui qui va créer, qui va monter son équipe et qui va contribuer aussi avec son expérience à avoir des résultats et créer un impact pour la boîte, quoi. Écoute, non, c'est vrai que c'est une des choses les plus difficiles dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, recrutement Flash Express en 6-7 jours, ça, chapeau. Hein. Mais ça, on n'a pas le choix. Tout en gardant la même exigence que celle dont tu viens de parler. T'imagines si déjà, tu es un outsider sur le marché du recrutement, de toute façon. Et ensuite, t'imagines si c'est des cycles de 3 semaines, c'est fini, quoi. T'es pas compétitif. Tu dois faire plus que les autres pour avoir une petite chance d'avoir les meilleurs talents, quoi. Donc je te parle de ça au début. Après, évidemment, avec plus de visibilité, de notoriété, de réputation sur le marché, il y a plus d'opportunités pour nous dans le recrutement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est hyper difficile d'avoir les gens dont tu as besoin pour avancer vite et grossir vite. Et donc on parle de grossir vite. Donc là, vous êtes déjà présent donc en France, bien sûr, mais également en Espagne, en Italie, Royaume-Uni, Portugal, Allemagne. Exactement. Oui, donc ça va assez vite. Vous êtes présent, mais vous avez aussi créé des filiales locales ? Alors, on a une filiale locale au UK, on en a une à Madrid, en Espagne. Le fait d'avoir des filiales locales, à quoi ça sert ? Ça nous sert, déjà, l'enjeu de comment se fait le go-to-market, le coverage, comment se fait l'expansion, on va dire, géographique. Prudemment, déjà. Donc, nous, notre approche de distribution, c'était d'abord en même temps d'aller convaincre des très très gros comptes de travailler avec nous. Et l'intérêt pour nous d'être adossé à ces très grands comptes, on a plus de 54 très gros clients qui processent plus d'1 milliard d'euros, qui nous exposent à plus d'1 milliard d'euros de flux tous les ans. Et ces clients, ils sont présents pour certains d'entre eux, 20 pays en Europe. Donc cette première étape est plutôt réussie. Voilà, je pense qu'on a un vrai succès, et je le dis en toute modestie, on a un vrai succès sur l'attraction Tier 1 Account, et ça nous sert dans toute notre stratégie de distribution. Et cette approche grand compte, ça a défini très naturellement les pays qu'on a ouverts après la France. D'accord. Donc en fait, quand nos clients nous disaient on va aller avec Bricoman en Espagne ou Leroy Merlin en Italie, c'était automatique pour nous de les accompagner dans ces géographies-là. Donc c'est eux qui ont ouvert la voie finalement, ouvert le bal. Un peu comme tout à l'heure, tu gardes la logique d'écouter ton client. Et en fonction de son besoin, de son attente, de le suivre et de l'accompagner. Donc, de l'écouter. Et c'est une opportunité pour nous. C'est ce qui vous a permis de créer cette solution de virement intelligent. C'est ce qui vous permet d'ouvrir des pays en fonction du besoin de vos clients. Vous continuez à les accompagner, quoi. Absolument. Et puis, on est allé un peu plus loin dans nos capacités réglementaires, puisqu'on est aujourd'hui en capacité de faire, pour les spécialistes qui nous écoutent, de l'encaissement pour le compte de nos marchands. C'est-à-dire collecter les fonds pour le compte de nos marchands. Ça nous permet aussi, c'est un produit en soi, parce que ça nous donne de la visibilité sur certaines informations pour lutter contre la fraude, qu'on n'a pas au travers de ce que proposent les banques dans les API, où c'est un peu le service minimum, quoi. Donc il fallait construire des briques en plus, des capacités en plus, parce que l'initiation de paiement il y a 3 ans ne ressemble pas à l'initiation de paiement d'aujourd'hui. Elle est également touchée par la fraude. Et si on se base uniquement sur ce que veut bien nous montrer les banques, on n'y arrive pas, on a des trous dans la raquette. Donc on a
on va dire, on est allé plus loin dans nos capacités réglementaires et les filiales nous permettent de dupliquer une partie de nos services, notamment les services de virement intelligent, en proposant des IBAN locaux. Et ça, c'est un enjeu très important pour nos clients dans ces pays-là. Bien sûr. Donc, c'est ça un peu l'approche. Il est très réfléchi. On n'est jamais allé ouvrir une entité dans un pays pour aller chercher du business. C'est très compliqué à faire, honnêtement. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Et nous, donc, on avait une approche, je pense, plus intelligente de se dire, OK, on a des grands comptes qui ont des activités dans ces pays-là, commençons par ces clients-là. Et quand les volumes deviennent intéressants dans ces pays, c'est-à-dire quand on a du business, quand on a du recul aussi sur ces banques-là dans ces pays-là, on peut ensuite dupliquer la machine de distribution à travers aussi nos partenaires ou en direct également. Et donc Next Step, suite à cette deuxième levée de fonds réussie donc, de 26 millions l'année dernière, donc Next Step, continuer le développement, le déploiement en Europe, potentiellement je pense que là aujourd'hui, au-delà. Comme beaucoup de startups ici à Station F et en dehors de Station F, il y a vraiment une attente. Je pense que ce qui s'est passé entre le moment où on est sorti de Station F, on a fait la série A, c'est que la tech a totalement changé. Le monde a changé d'une certaine manière. Je pense que les boîtes valorisées en bourse ont quand même ont été quand même pas mal dévalorisées, notamment dans tout ce qui est fintech et paiement. Je pense que les coefs de valorisation ont bien chuté. Je pense aussi que les taux d'intérêt ont explosé. Enfin, je pense les taux d'intérêt ont explosé. Ça n'a pas aidé tout le monde. Ça n'aide pas dans les facilités de financement qu'on avait il y a 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, l'attente, elle n'est même pas dans les expansions géographiques, dans croître vite, dans prendre la place, mais avoir un modèle économique. Déjà avoir un modèle économique. Les reins solides. Déjà avoir les reins solides. Et la réalité, c'est d'aller vers la rentabilité. Ce qui est un enjeu qui n'existait pas dans l'état de maturité des boîtes en série A. Ça venait un peu plus tard. Mais là, vraiment, on nous attend au tournant sur nos revenus, sur la croissance des revenus et pas uniquement sur notre développement. Et sur comment est-ce qu'on va exécuter en fait l'argent qu'on a levé. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, on est fiers et on est aussi hyper privilégiés parce qu'on a pu sécuriser une très grosse levée dans un contexte qui était déjà très très difficile et hyper dégradé. Et c'est pour ça que je remercie nos investisseurs parce qu'ils nous ont fait confiance, ils nous ont accompagnés, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation privilégiée parce qu'on a une certaine avance sur le marché, on a de l'argent. Et donc là, notre focus, c'est d'avoir un très bon modèle économique et d'avoir un focus revenu principalement. Écoute, c'est très prometteur. Le futur du paiement en 2 mots ? Le futur du paiement en 2 mots. Je sais que vous communiquez pas mal, ça fait partie de votre slogan, alors si le futur c'est maintenant. Global et instantané. Global et instantané. C'est beau. Et je pense que... T'as réussi en plus en 2 mots, ça j'y croyais pas. Je pense que le paiement, on va aller vers une gratuité du processing du paiement. C'est-à-dire le fait que l'argent aille du compte du payeur vers le compte du marchand, je pense qu'un jour ça va être gratuit. Et ce qui ne le sera pas, c'est les services autour. C'est-à-dire... Ok, est-ce que je peux déployer des services de détection de fraude ? Est-ce que je peux vendre de l'intelligence autour de ce paiement pour les use cases de mon client ? Et c'est là un petit peu la roadmap produit FinTecture, c'est que le paiement, le account to account va se commoditiser et quel service à valeur ajoutée on est capable de plugger sur une transaction qui avant c'était pas. Donc je pense qu'on va aller vers une commoditisation du paiement et je pense que la différence va se faire sur quelle valeur on est capable d'y associer. Écoute, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. On n'en a pas parlé, mais je le dis quand même. FinTecture a aussi été lauréat du prix FinTech de l'année. Exactement, on est très contents. 2023, donc félicitations. Merci beaucoup. Écoute, c'était passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer pendant encore 1 heure ou 2. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Une prochaine fois, alors. Voilà, écoute, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Mais en tout cas, félicitations pour déjà ces quelques années et ce démarrage assez impressionnant qui vous amène déjà à 10 000 transactions jour, 7 000 clients, 1 milliard d'euros de transactions en 2 ans. Donc félicitations. Merci beaucoup d'être venu, Reda. Merci à toi de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. Merci, c'est sympa. À très bientôt. Ciao.